Bonjour et bienvenue pour cette intervention. Je m'appelle Gimeno Géral, je suis formateur consultant, j'interviens pour le centre de formation actif qui se situe à la Grande Motte. Déjà, je tenais à remercier l'ensemble des participants à cette intervention, à ce webinaire qui d'une heure. Je tenais aussi à remercier la plateforme Webikeo pour nous permettre aussi de pouvoir intervenir ensemble et le personnel d'Actif, notamment son directeur, Jean-Pierre Senquin, Madame Marie-Hélène Rabinovitch, ainsi que Véronique Ben-Simon, notre responsable de formation, qui nous a permis de pouvoir intervenir dans le cadre de cette session d'une heure que nous allons passer ensemble. Pour me présenter un petit peu et avant de démarrer concrètement cette intervention, donc je disais, formateur consultant auprès des établissements services, dans les établissements et services médico-sociaux depuis une quinzaine d'années, coordonnateur du pôle les transformations de l'offre au sein d'Actif Formation, et on intervient à 7 formateurs sur toutes les questions relatives aux nouvelles démarches évaluatives, la réécriture des projets et comment accompagner au mieux la transformation de l'offre qui s'opère aujourd'hui un petit peu dans l'ensemble des établissements et services, que ce soit les secteurs du domicile, le secteur du handicap, les EHPAD et autres établissements, avec les questions que ça pose autour du parcours des personnes accompagnées, la notion d'inclusion, la notion d'autodétermination, et je crois que c'est un petit peu de ces questions dont il s'agit dans le cadre de cette formation, de cette intervention du moins. Je tenais à vous dire aussi, avant d'attaquer, que vous avez un chat à disposition pour poser toutes les questions. J'y répondrai dans les dernières 25 minutes, entre 25 et 30 dernières minutes. Je répondrai avec plaisir à vos questions que vous ne manquerez pas de communiquer sur le chat. Voilà. Concernant l'intervention, nous avons voulu travailler, en tout cas échanger avec vous sur l'évaluation HAS. Préparez-vous sereinement à la nouvelle démarche évaluative. On vous présentera aussi au cours des interventions les modalités d'accompagnement que nous proposons. Réussir au mieux sa nouvelle démarche évaluative autour d'un certain nombre de parties. Vous êtes très certainement dans une future démarche ou en pleine démarche d'auto-évaluation où l'évaluation se profile. Vous souhaitez comprendre un petit peu les nouveautés de la nouvelle démarche évaluative. Vous désirez préparer dans les meilleures conditions votre auto-évaluation, le passage au plan de progrès. Vous voulez vous initier à travers une démarche performante, participative, en fédérant l'ensemble des acteurs, que ce soit les personnes accompagnées dans la mesure du possible, leur entourage, les professionnels, les partenaires, et surtout, comment arriver à faire vivre cette démarche, comment lui donner du sens. Eh bien alors, vous êtes au bon endroit. Bienvenue pour cette intervention d'une durée à peu près d'une 30 à 35 minutes. Étape 1, optimiser l'étape de l'évaluation pour son organisation, comment la réussir au mieux. Pour cela, 3 points clés que je vous propose dans l'étape 1, comprendre les nouveautés de cette démarche évaluative menée par l'HAS, la Haute Autorité de Santé, repérer les principaux enjeux et les points clés du nouveau dispositif d'évaluation et analyser un petit peu l'architecture du nouveau référentiel d'évaluation HAS. Je vous ai mis, et vous l'aurez aussi en téléchargement, vous avez cette possibilité d'aller télécharger le support que je vous présente, ainsi que le référentiel d'évaluation et le manuel qualité lié à l'évaluation, dont je ferai écho par la suite. Vous l'avez bien entendu en direct. D'abord, comprendre les quelques nouveautés. Ces 36 000 à peu près établissements et services qui devront d'ici fin de 2026-2027 avoir réalisé leur démarche d'évaluation. Ça concerne donc les personnes âgées, le secteur de l'handicap, le secteur de la protection de l'enfance, les personnes protégées, les secteurs de la précarité, etc. Plus de 36 000 établissements qui seront assujettis à utiliser un référentiel dit unique. Ça, c'est important. Plus de choix de référentiel, le référentiel est proposé
par la Haute Autorité de Santé, référentiel qui a été travaillé avec les ESMS au préalable début de l'année 2022, fin de l'année 2021, début de l'année 2022, en intégrant aussi des personnes accompagnées dans le cadre du contenu du référentiel, notamment sur le chapitre 1, on va y revenir. Ce qui ne change pas et qui est très important et approfondi aujourd'hui, c'est que les ESMS ont bien sûr l'obligation de procéder à une évaluation régulière à la fois de leur activité et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, autrement appelé aussi les accompagnements proposés dans le cadre de chacun des établissements et services que vous dirigez ou dans lequel vous êtes cadre en intervention. Dans un objectif d'amélioration du dispositif d'évaluation, une nouvelle loi vient compléter celle de la loi du 2 janvier 2002, c'est la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, qui place en avant l'HAS, la Haute Autorité de Santé, comme un petit peu chef de file de toute cette démarche. Autrement dit, une nouvelle procédure est arrivée, un nouveau cahier des charges a été mis en place, notamment un impact vis-à-vis des évaluateurs. Les organismes évaluateurs doivent désormais obligatoirement être accrédités par le Comité français d'accréditation. Tout ceci, la COFRAC, et tout ceci est précisé dans le cadre du cahier des charges. Je rappelle quand même que les évaluations de la qualité aujourd'hui ne sont pas des missions d'inspection ou de contrôle, ni des contrôles de conformité aux normes. Maintenant, la rigueur est de mise, je vous en parlerai par la suite. Qu'est-ce qui change concrètement? Que porte le référentiel national? Comment a-t-il été construit? On sait que c'est les financeurs ARS, conseils départementaux et autres financeurs qui sont en charge du déploiement du nouveau dispositif d'évaluation, dont le principe consiste à introduire un cycle régulier d'évaluation tous les 5 ans, synchronisé avec la démarche notamment des CEPOM, contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, pour inscrire les établissements dans ce que l'on appelle, et on le connaît déjà depuis 2002, une démarche d'amélioration continue de la qualité. Je tiens à préciser de suite, souvent c'est des questions qui nous reviennent, est-ce que les évaluations, anciennes évaluations externes, peuvent être, on peut obtenir des sources de financement? À ce jour, non. Les démarches évaluatives restent à la charge de l'organisme gestionnaire. Le SMS doit ouvrir une mise en concurrence dans le cadre des marchés publics pour retenir un organisme évaluateur. Je parle bien des anciennes évaluations externes que l'on nomme aujourd'hui évaluations. Les auto-évaluations, si vous voulez vous faire accompagner, c'est possible et ça peut rentrer, bien entendu, et ça rentre dans notamment les plans de développement des compétences ou le plan de formation. 3 méthodes, ce qui change concrètement aujourd'hui, c'est que 3 méthodes d'évaluation ont été posées dans le cadre des ESMS et dans le cadre de la démarche évaluative. Le référentiel, alors si vous voulez, je vous les ai mis en outil de téléchargement. Vous avez un référentiel d'évaluation, c'est celui qui est commun à l'ensemble des ESMS qui fait 26 pages. Vous avez à côté un manuel d'évaluation de la qualité qui est beaucoup plus lourd, 218 pages, mais qui est là pour expliquer point par point les critères évaluatif. Ça, c'est important. Et c'est toute une méthode puisque les 3 méthodes d'évaluation cherchent à aller sur l'expertise et à la fois être en relation avec les 3 méthodes évaluatives, à savoir l'accompagné traceur, la notion de traceur ciblé, la notion d'audit système. Pour quelques points clés, l'accompagné traceur, qui est une première méthode, vise à ce que les personnes accompagnées, leur entourage, si les personnes accompagnées ne sont pas en capacité, puissent être interrogées par les évaluateurs. Qu'est-ce qu'ils interrogent? Le parcours de la personne au sein de l'établissement, au sein du service, eu égard à son accueil, à son admission, à la réalisation du projet personnalisé, au respect de ses droits, à la bientraitance. Et on est en lien, les évaluateurs sont en lien avec les professionnels de terrain, pour qui aussi une interrogation, échange, il y aura avec ces derniers pour voir un petit peu les liens et déjà les connexions qu'ils peuvent faire avec les dires des usagers, des personnes accompagnées. La deuxième méthode, c'est le traceur ciblé, où on va partir du terrain.
Les évaluateurs vont déterminer un certain nombre de cibles. Ça peut être le circuit du médicament, pour les EHPAD, par exemple. Ça peut être la démarche relative au projet personnalisé. Ça peut être aussi les activités. On peut partir de différentes cibles et on va interroger les professionnels de terrain par rapport à ces cibles et on va les mettre en lien avec l'organisation. Et on part d'une méthode inductive. On part du terrain et on remonte vers l'organisation. Et la troisième méthode, c'est l'audit système, où là, on questionne l'organisation, donc les cadres, on questionne aussi les professionnels de terrain et on regarde l'approche, la compréhension, d'abord des outils, les outils qui doivent être mis en place et leur compréhension par les professionnels qui doivent, en fonction des besoins, les utiliser sur le terrain. C'est pour ça qu'on parle d'audit système qui fait relation aux protocoles et procédures notamment et autres fiches organisationnelles. À côté de cela, ce qui change aussi, c'est la fréquence d'évaluation qui passe de 7 ans à 5 ans aujourd'hui. Autrement dit, on est à la fois sur un même cycle, qu'on soit sur les CEPOM, qu'on soit sur les démarches évaluatives ou qu'on soit sur la réactualisation des outils. Des rapports d'évaluation identiques. Un cahier des charges a été établi, je vous donnerai quelques points par la suite, qui montre le contenu du rapport d'évaluation identique pour tous les établissements, tous les services, c'est la même trame. Une diffusion des rapports élargie. En effet, les résultats de l'évaluation sont présentés aux financeurs, sont aussi présentés au niveau de la Haute Autorité de Santé, bien entendu, sont diffusés par les établissements. Et si vous regardez bien, les résultats de l'évaluation feront également l'objet d'une diffusion publique, possibilité de mettre les rapports d'évaluation. Ce n'est pas une obligation pour le moment, ça n'a pas été dit sur les sites Internet, par exemple, des établissements. En tout cas, si ce n'est pas sur le site Internet, diffusion publique veut dire qu'on le met à disposition des familles ou des tiers qui souhaiteraient venir consulter le rapport d'évaluation. Là-dessus, les décrets vont encore être prolifiques sur cette question. Il manque quelques éléments, mais la diffusion est bien entendu dite publique. Des nouvelles exigences pour les organismes évaluateurs, vous les avez dans le fameux cahier des charges de la HAS que vous pouvez télécharger et je vous le conseille. Les évaluateurs sont évalués par des évaluateurs de la COFRAC. La fin de la distinction évaluation interne, évaluation externe. Aujourd'hui, on ne parle plus que d'une procédure d'évaluation unique qui inclut à la fois les démarches d'auto-évaluation, donc des actions spécifiques en lien avec l'activité de sa structure et toute action engagée par le SMS pour améliorer la qualité et pour aller jusqu'au plan de progrès. Et enfin, au bout de 5 ans, la démarche évaluative qui arrive, où là, on fait venir un cabinet d'experts pour nous évaluer. On peut faire autant d'auto-évaluation que l'on veut, que l'on souhaite, qu'il est nécessaire sur les 5 ans. L'auto-évaluation est-elle obligatoire? Les textes disent que non. Le conseil que je vous donnerai, si on ne fait pas d'auto-évaluation, les équipes ne seront pas forcément familiarisées au référentiel, au nouveau référentiel, c'est-à-dire le nouveau référentiel, celui que les évaluateurs, sur lequel ils se basent. D'où l'écart qu'il peut y avoir et les problématiques aussi derrière. Repérer les enjeux et les points clés du nouveau dispositif d'évaluation de la qualité. Alors, la HAS a défini 3 enjeux relatifs à la démarche d'évaluation et c'est des enjeux qui sont totalement en lien avec les transformations de l'offre, permettre à la personne d'être actrice de son parcours, d'où le chapitre 1, entre autres, du référentiel d'évaluation, renforcer la dynamique qualité au sein des établissements et services et le lien qu'il y a avec les normes ISO 9001 de 2015 sur l'analyse des processus, et enfin promouvoir une démarche porteuse de sens pour les ESMS et les professionnels. Je dirais comment faire en sorte que la démarche évaluative devienne une véritable boussole à la dynamique d'accompagnement. Boussole dans lesquelles on peut derrière travailler autour des outils dans les établissements en lien avec la démarche évaluative. Ça je trouve qui est très important, j'y reviendrai. Analyser l'architecture du nouveau référentiel. Je fais relativement simple. Le chapitre 1 concerne la personne accompagnée. Le chapitre 2, les professionnels. Le chapitre 3, le SMS.
Le référentiel donc est structuré en 3 chapitres, ce qui est très important, 9 thématiques, 42 objectifs et 157 critères. Les 9 thématiques sont les suivantes. Bientraitance et éthique, droit de la personne accompagnée, expression et participation de la personne accompagnée, co-construction de son projet, accompagnement à l'autonomie, accompagnement à la santé. Vous voyez ces thématiques-là, elles se retrouvent sur les 3 chapitres, la personne, les professionnels, le SMS, donc à investiguer. Continuité et fluidité des parcours, chapitre 1, chapitre 2, personnes et professionnels. Et enfin, le chapitre 3 qui est plus sur l'organisationnel, politique des ressources humaines, démarche qualité et gestion des risques. Un référentiel comprenant des critères à 2 niveaux d'exigence. Donc, je vous ai dit qu'il y a 157 critères, 139 qui correspondent au niveau standard, ceux sur lesquels on a l'habitude de fonctionner, dans le sens où soit on répond aux critères et on est en lien avec ce qui nous est demandé, on passe au suivant, soit on fait une action d'amélioration, il n'y a pas de problème. Mais vous avez dans ces 157 critères 18 dits impératifs, où les spécificités de ces critères impératifs, on le verra, touchent beaucoup la personne, la bientraitance, etc. Et surtout, ce sont des critères impératifs pour lesquels il faut obtenir une cotation de 4 sur 4. Puisque vous avez une cotation qui part de 1 à 4, il faut obtenir 4 sur 4. Si vous n'obtenez pas 4 sur 4, cela fera l'objet d'un plan d'amélioration immédiat dans le cadre du rapport d'évaluation et qu'il faudra réaliser au plus tôt. Je vous ai donné un peu les points clés des 18 critères impératifs. On les retrouve, vous voyez, sur le chapitre 2, les professionnels, et sur le chapitre 3, le SMS. Et on touche beaucoup les droits des personnes accompagnées, comment les faire vivre, le droit à l'image, la confidentialité, la protection des informations avec le respect de la réglementation générale relative à la protection des données. Et sur le SMS, les outils relatifs à la prévention de la maltraitance, les plaintes et réclamations, les événements indésirables, la gestion de crise et continuité de l'activité, et pour ceux qui ont la médicalisation, sécurisation du circuit du médicament. Dans la remontée de terrain que je vous ferai par la suite, je vous dirai quelques mots là-dessus. Je vous ai donné aussi un autre tableau, c'est la même chose, mais pour voir autrement, vous voyez, on est sur le chapitre 2, chapitre 3, les principaux critères impératifs que je n'ai pas manqué de vous évoquer. Alors, bien entendu, quand on dit critères impératifs, ayez en tête, derrière, des éléments de preuve sont nécessaires, qui peuvent être apportés par des protocoles, qui peuvent être apportés par des procédures, par des écrits, mais les éléments de preuve écrits sont nécessaires, comme bien sûr les autres critères, puisque aujourd'hui, on est sur la recherche d'éléments de preuve. On est sur des éléments de formalisation. Le dire, le déclaratif est une chose, la preuve du déclaratif est essentielle. Un référentiel accompagné d'un manuel d'évaluation qui répertorie l'ensemble des fiches critères et présente les fiches pratiques utiles à la mise en œuvre de l'évaluation, je vous l'ai indiqué. Le rapport de visite, vous voyez, quand les évaluateurs viendront, ils vous feront un rapport de visite avec ce schéma, la présentation de l'ESMS, les cotations des différents critères. Le point 3, un focus sur les critères impératifs. Une synthèse par chapitre des différentes... 3 chapitres, une synthèse d'une page et demie par chapitre. Le niveau global atteint par le SMS au total. Et en dernier point, les observations émises par le SMS par rapport à la démarche évaluative qui a eu lieu au sein de son service ou au sein de son établissement. Mais vous voyez que les critères impératifs font l'objet d'un chapitre 3 spécifique. Bien entendu, pour tous les critères, et notamment pour le plan d'amélioration continue de la qualité, une revue annuelle aura lieu, notamment avec le rapport d'activité, puisque là aussi, vous devrez synthétiser dans le rapport d'activité le plan d'action issu des évaluations que vous avez mis en œuvre au fur et à mesure chaque année. C'est pour ça que je vous indiquerai par la suite une revue d'évaluation est nécessaire annuelle. Et enfin, le système d'information pour pouvoir travailler, j'allais dire facilement, sur l'auto-évaluation. Je vous conseille, vous avez le site Sinae qui est ouvert. Vous rentrez sur le site votre numéro finesse, le type d'établissement et vous aurez la grille relative aux auto-évaluations qui va vous être proposée et qui est déjà personnalisée à votre type de structure. Autrement dit,
directement sur Sinae, vous pouvez remplir votre auto-évaluation. Maintenant, je trouve que c'est facilitant, même pour les évaluateurs qui pourront aller déposer le rapport sur Sinae, utiliser vos documents que vous avez déposés sur Sinae, qui est une plateforme à disposition des ESMS et des organismes évaluateurs. Maintenant, la plateforme Sinae n'est pas obligatoire. Elle est fortement conseillée, mais pas obligatoire. Je tenais aussi à vous le spécifier. Donner du sens, étape 2, ou comment développer une culture commune à partir de la démarche évaluative. Premier point, comment je favorise la participation des usagers de tous les acteurs. Le kit a utilisé des outils facilitateurs pour la compréhension des points clés du chapitre 1 pour les personnes accompagnées dans la mesure de leur capacité, bien entendu, d'échange, de réflexion. De toute façon, sachez que les usagers, les personnes accompagnées pourront intervenir dans la démarche évaluative, bien entendu, qu'à partir du moment où elles le souhaitent. Et à partir du moment où elles le souhaitent, consentement libre et éclairé. Articuler, intégrer la démarche évaluative dans les outils du quotidien, c'est ce que je vous disais, comment construire les outils ou développer les outils en tenant compte de la démarche évaluative, comment impacter le projet d'établissement, le projet personnalisé, je vais vous le montrer. Intégrer la démarche d'auto-évaluation dans le quotidien d'intervention. Et dernier point, articuler démarche évaluative et qualité de vie au quotidien, bien-traitance et qualité de vie au travail, la bienveillance. Favoriser la participation de tous les acteurs, c'est recueillir l'expression des personnes accompagnées, de leurs représentants. Interroger les pratiques des professionnels, pouvoir travailler la montée en compétences, c'est ça aussi qu'il faut interroger. Quand on interroge les professionnels de terrain, les agents de service logistique, les ASI, les faire participer, c'est aussi travailler une montée en compétences et une vision globale des choses, travailler le collectif et l'individuel. Questionner les organisations mises en place par la gouvernance au regard des bonnes pratiques professionnelles. Bien entendu, le champ des bonnes pratiques professionnelles est totalement, les recommandations de bonnes pratiques professionnelles se diffusent totalement dans le référentiel. Oui, c'est apporter une réponse pertinente aux personnes accompagnées par la connaissance du niveau de qualité des ESMS. Les autorités, c'est un véritable outil de dialogue régulier entre la structure et les autorités, et lors des renouvellements des autorisations tous les 15 ans. Et des professionnels, c'est un véritable outil de management interne. Une approche centrée sur la personne accompagnée. Pourquoi? Parce qu'on retrouve les thématiques clés, le pouvoir d'agir de la personne, le respect de ses droits fondamentaux, on l'a vu à travers les 7 thématiques, l'approche inclusive des accompagnements, la réflexion éthique des professionnels. Voilà les points clés qui transparaissent tout au long de la démarche d'évaluation. Je voulais vous proposer rapidement un exemple de comment on peut, à partir de la réactualisation des outils, s'intéresser à la démarche évaluative. Pour ça, je prends comme écho le projet d'établissement ou de service, parce qu'on est tous, à un moment donné ou à une autre, sur la réactualisation du projet d'établissement ou de service. Je vous ai mis à l'écran, vous voyez les 9 thématiques clés qu'on a vues tout à l'heure. Et peut-être ça vous a fait écho, ces 9 thématiques clés, on les retrouve dans les thématiques des trames de projet d'établissement et de projet de service. Et les points que je vous conseille, c'est de pouvoir être toujours, quand vous réactualisez par exemple le projet d'établissement ou le projet de service ou les projets de dispositifs, si vous êtes en DIM, en DITEP, peu importe, en intégrant, en ayant en tête les critères qui seront demandés dans la future démarche évaluative ou dans votre démarche évaluative qui arrive. Je prends un exemple clé. Dans tous les projets d'établissement ou de service, vous allez devoir travailler les projets personnalisés, des personnes accompagnées. Travailler le parcours de la personne accompagnée à travers son projet personnalisé, voyez, et être en accord et être raccord avec les points clés qui sont intégrés, qui sont énoncés dans le cadre des critères relatifs au projet personnalisé dans la démarche évaluative. Exemple, si je prends la démarche évaluative, vous les avez sur le 1.10, la personne exprime ses attentes sur son projet d'accompagnement. La personne, avec son entourage et les professionnels en équipe, co-construisent le projet d'accompagnement, etc. Et je trouve que rédiger le paragraphe sur le projet d'établissement en tenant compte des critères qui seront investigués, c'est arriver à asseoir des éléments déclaratifs qui peuvent même faire l'objet
d'éléments de preuve dans le paragraphe que l'on va construire ou dans des autres documents sur lesquels on va se référencer, protocole ou procédure que vous avez dans l'établissement. Je prends un autre exemple. Alors, on pourrait en prendre plusieurs. La bientraitance et l'éthique. En fait, je suis en train de vous dire que les 7 thématiques que vous retrouvez dans la démarche évaluative, regardez-les, elles sont fondues dans le projet d'établissement. C'est bien de les révéler. Vous voyez, bientraitance et éthique. Le SMS définit sa stratégie en matière de bientraitance et en partage une définition commune avec l'ensemble des acteurs. C'est pas mal de pouvoir mettre dans le projet d'établissement que les professionnels ont été formés ou sont en cours de formation sur la prévention de la maltraitance, la promotion de la bientraitance, que les usagers ont pu aussi bénéficier de formation ou de sensibilisation sur ces questions à travers la mise en place d'un comité éthique et bientraitance que vous avez développé. Les outils, protocoles de signalement, fiches de signalement qui se trouvent dans le logiciel, qui se trouvent sur les supports des classeurs. Vous voyez, éléments déclaratifs pour ramener à des éléments de preuve. C'est comme ça qu'il faut, je vous conseille de pouvoir développer les choses. Je trouve que c'est pertinent. Et pour les évaluations, c'est très intéressant. J'ai fait pareil, vous le verrez, c'est des éléments clés. Dernier point, important aussi, dans le point 2, la notion de démarche qualité. L'évaluateur devra donc, parmi ses missions d'évaluation, s'assurer de votre capacité à maîtriser le processus de votre organisation. La première étape de la maîtrise d'une organisation passe par sa formalisation. On ne maîtrise que ce qui est écrit. Ça, c'est fondamental. Autrement dit, identifier, formaliser les processus de votre organisation et pour chacun d'eux, définir un ou des objectifs. Et pour vous montrer, je vais juste vous montrer un élément. Vous voyez, pourquoi travailler par la mise en place de cartographie de processus? Parce que c'est arriver à travailler sur un même langage, de mieux se comprendre et de rendre les processus plus transparents, de donner une vision d'ensemble de l'activité de l'établissement. Ça, c'est très important et c'est ce qui est recherché. Et une cartographie en processus relève, c'est intéressant aussi quand on regarde les établissements sanitaires qui ont démarré avec la norme ISO 9001 de 2015, on est dans la cartographie des processus puisque notre démarche évaluative tient de la démarche évaluative dans le sanitaire. Vous voyez une cartographie en processus, je vous en ai mis une dans le support, je voulais vous la montrer, elle est là. Alors, vous la verrez mieux sur le PowerPoint, mais si vous voulez, sur les documents annexes, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans une cartographie en processus, on pose, cartographie globale, les éléments de pilotage, les processus d'accompagnement de l'accueil jusqu'à la sortie de la personne accompagnée et les processus support, c'est-à-dire tous les moyens mobilisables au service du parcours de la personne accompagnée. Et à partir de là, pour chaque point clé, on va établir des protocoles et des procédures quand il y a besoin, ou des éléments de référence. Et je trouve que pour même les professionnels, quand on est dans une culture apprenante, je trouve que c'est intéressant de raisonner ainsi et de partager la démarche, les démarches. Autrement dit, on fait de l'évaluation, mais on ne fait pas que de l'évaluation. Ça interroge l'ensemble des outils. Interroger, et quand on parle d'interrogation, démarche évaluative et qualité de vie en ESMS, bien sûr que oui. On y est totalement dedans, qu'on soit dans la qualité de vie masse, en foyer d'accueil médicalisé, dans les EHPAD, vous avez les recommandations de bonne pratique, qualité de vie numéro 1, 2, 3, 4. C'est très important. La notion de qualité de vie, elle reflète dans le référentiel d'évaluation et je pense qu'il y a une place importante à mettre dans les projets d'établissement autour de la qualité de vie. C'est relativement important. Vous avez, je vous donne un point clé sur la qualité de vie, vous voyez, les enjeux clés. Quand on parle de qualité de vie, on s'intéresse à l'accueil, que ce soit au niveau de l'établissement, des services, du domicile, autres, l'organisation du cadre de vie, la vie sociale des résidents, les interactions entre l'état de santé et la qualité de vie. C'est très important. Et à côté de qualité de vie au niveau des personnes accompagnées, on a aussi la qualité de vie au travail, où là, on ne parle pas on parle de bientraitance, mais surtout de bienveillance. Eh bien, regardez, la qualité de vie au travail sont des points clés au niveau des thèmes et on les retrouve sur les critères 3.6.1 et 3.6.2. On est dans le chapitre 3 de l'évaluation. L'ESMS promeut une politique favorisant la qualité de vie au travail et favorise la qualité de l'environnement de travail. Comment? À travers on intensifie un travail sur la cohésion d'équipe, le travail d'équipe, toute la question du dialogue social,
la notion de reconnaissance, d'écoute et de qualité. Et on retrouve la question de sens derrière. C'est des éléments qui sont relativement, je trouve, importants. Étape 3, nos premiers retours sur l'accompagnement à l'évaluation. À partir de tout ce qu'on a dit, travailler en continu, c'est les points clés que je vous donne, le processus évaluatif, l'avant, le pendant, l'après. Attention, c'est délicat ce que je vais vous dire, mais souvent on travaille beaucoup pour… Voilà, on a l'évaluation, on travaille sur l'évaluation, l'objectif est de la réussir. Et ça, c'est pour tous, c'est chacun, et c'est normal. Mais maintenant, n'oubliez pas une chose, mettez en place, si possible, des revues de direction pour avoir un travail en continu autour de la qualité et autour du plan d'amélioration continue issu de l'évaluation. Préparer au mieux son évaluation, c'est déjà un pied dans la prochaine. Bien sûr qu'on travaille dans l'avant, on travaille dans le pendant et l'après, mais vous savez que l'après, c'est déjà l'avant de la prochaine évaluation. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et je trouve que pour cela, il faut le diffuser à travers les outils, qu'on soit sur les projets personnalisés, les projets d'établissement et autres. Je trouve que faire référence aux démarches évaluatives, intégrer les recommandations de bonnes pratiques dans le processus, c'est quelque chose qui pour moi est essentiel. Étape 4, comment aussi, on est autour du sens, on est autour de la trajectoire. Comment donner du sens? Comment donner cette trajectoire nécessaire, cette envie de travailler à la fois avec les professionnels sur le collectif et de manière individuelle, comment donner du sens? Nous allons vous proposer 8 modules d'accompagnement qu'Actif propose à travers ces points clés, vous voyez, sans trop insister, je dirais, sur ces 8 modules. Regardez, le M1, sensibiliser vos équipes à la nouvelle démarche évaluative. Là, on est dans une démystification, c'est-à-dire les points clés de la nouvelle démarche évaluative, les enjeux, les attendus, autour de quoi? C'est des points qui sont bien entendu importants. Les méthodes évaluatives, en quoi consiste l'auto-évaluation, le plan d'amélioration continue de la qualité. Telles sont les grandes lignes du premier module. Sur le module 2, on intensifie. On travaille les nouvelles méthodes évaluatives. La personne accompagnée, traceur, la notion de traceur ciblé, d'audit système. Et c'est toujours pareil, c'est la distance que vous avez avec la démarche évaluative. Si vous avez une démarche évaluative pour 2025-2026, on a le temps même de travailler à cette acculturation et faire de la démarche évaluative une véritable boussole de toute la structuration. Et donc, pouvoir même travailler avec les équipes à ce qu'ils puissent se mettre un petit peu à la place, entre guillemets, mais des évaluateurs. Comment évaluer notre établissement, les points forts, les points à améliorer? Tout ceci relève du M2 intéressant là-dessus. M3, menez votre évaluation flash sur les critères impératifs. On est sur les 18 critères impératifs. Évaluation rapide. Quelles sont les principales forces en lien avec chaque critère impératif et peut-être les axes de progrès qui seraient nécessaires à mettre en place et comment vous accompagner dans la réalisation d'un plan d'action immédiat préalablement à la venue de l'évaluateur sur cette démarche-là, ou bien préalablement à la venue, ou comment travailler derrière les points sur lesquels, les critères sur lesquels vous n'avez pas obtenu 4 sur 4, tout aussi possible. M5, module 5, réaliser un audit à blanc. Très bien, on a les 157 critères, on travaille sur les 157 critères et on met en avant, à travers l'audit à blanc, les points sur lesquels les éléments s'y trouvent et les points sur lesquels il y a des améliorations à pouvoir poser. Vous avez le M6, modéliser une cartographie des processus, où là, on rentre dans une démarche qualité sur de longs cours, où on est sur la question d'un système qualité à calibrer, dans lequel on intègre, par exemple, la norme ISO 9001 à travers la question des processus et comment on travaille la cartographie des processus. M7, l'accompagnement au suivi du plan d'amélioration. L'évaluation a eu lieu et à partir de là, un plan d'amélioration de la qualité s'est dessiné et il faut le mettre en œuvre. On peut vous accompagner dans la mise en œuvre, que ce soit dans la construction du plan d'amélioration ou dans la mise en œuvre du plan d'amélioration. M8, travailler
le pouvoir d'agir. Je trouve que ça, c'est important. Le chapitre 1, il faut préparer les personnes accompagnées à comprendre un petit peu la démarche évaluative et les questions qu'il y a, mais ça se fait au quotidien, les questions qu'il y a autour de l'autodétermination. Et dans le cadre de l'autodétermination, c'est des questions qui vont être posées par l'évaluateur. Connaissance du parcours de la personne, de l'accueil jusqu'à là où il se trouve aujourd'hui, interrogation à travers la notion de bientraitance, du respect des droits, des activités proposées, comment sa parole est prise en compte dans la mesure de son expression, et lorsqu'il y a incapacité ou grosse difficulté pour les personnes accompagnées, comment interroger les responsables légaux à ce sujet. Nous avons un module qui peut-être permet aussi, à travers des pictogrammes, à travers des schémas explicatifs, des jeux de rôle, arriver à donner peut-être un peu plus de sens aux questions, aux démarches, la signification qu'il y a derrière les thèmes clés du chapitre 1 relatif aux personnes accompagnées. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ce support d'intervention mini formation ou en tout cas sensibilisation qu'on voulait vous proposer en l'état actuel. La première partie se termine et si vous me permettez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais aller sur le chat et répondre. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Répondre à vos questions. Alors, hop. Première question. Première question qui m'est proposée, à savoir, nous devons réaliser une démarche évaluative. Nous devons aussi réactualiser notre CPOM et réaliser la même année la démarche évaluative et la réactualisation de notre projet d'établissement. Y a-t-il un ordre de priorité, en tout cas, quel serait le plus probant? Alors, 2-3 questions clés. J'allais dire, le temps que vous avez, je pense que la première des choses, il faut partir du projet associatif. En tout cas, le projet de l'organisme gestionnaire. Ça, c'est un point fondamental. Partir de l'organisme, si vous avez cette possibilité de réinterroger déjà les valeurs, les orientations initiales de votre projet relatif à l'organisme gestionnaire, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce que de ces orientations générales viendront automatiquement se diffuser, entre autres, sur les objectifs du CEPOM. Alors, bien entendu que les objectifs du CEPOM tiennent lieu et tiennent compte des objectifs de l'établissement, mais en lien avec son organisme gestionnaire. Ça, je trouve que c'est relativement important. Et derrière le CEPOM, la traduction des objectifs CEPOM, j'enchaînerai avec au départ la démarche évaluative, mais concomitante au projet d'établissement. Oui, c'est lourd, mais pour avoir accompagné les établissements là-dessus depuis 2022, le travail est plus intense sur la même année, mais ô combien intéressant parce qu'on peut à la fois, sur chaque point clé, vous savez, les 7 thématiques que je vous ai montrées, entre autres, à la fois remplir son auto-évaluation et à côté, pouvoir faire le lien avec les thématiques clés du projet d'établissement pour qu'elles puissent servir d'éléments déclaratifs et aussi d'éléments de preuve. Je trouve ça relativement intéressant à ce sujet. Voilà donc, premier, si on peut, les valeurs de l'organisme gestionnaire. 2, le CEPOM. 3, la réactualisation des outils en lien avec l'auto-évaluation, si c'est possible, si vous avez les moyens, bien entendu. Ce n'est pas évident au niveau des salariés, c'est lourd, mais je trouve que c'est intéressant parce que l'un sert l'autre. C'est dommage de réinterroger une nouvelle démarche évaluative alors qu'on a un projet d'établissement qui doit être réactualisé et qui n'est plus forcément à jour. Voilà, ça c'est un souci. C'est pour ça que je le disais. Bonjour, concernant l'évaluation, quand on interroge les salariés de terrain et les bénéficiaires, il faut en interroger combien, s'il vous plaît? Ok,
Au niveau des personnes accompagnées, 3 minimum. Quand je dis 3 minimum, c'est-à-dire l'évaluateur. Hein. L'évaluateur interrogera les bénéficiaires 3 minimum. Et au niveau des professionnels, en l'état actuel, c'est des groupes. Donc, il interroge les groupes. C'est délicat de vous donner une réponse. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pourrais vous dire à peu près 6, mais en réalité, comme il peut interroger les professionnels en groupe, et lorsqu'il vient sur place, l'évaluateur peut aussi interroger les professionnels qu'il croise. Que ce soit au réfectoire, que ce soit lors des activités, il est libre de circulation et libre d'interroger les professionnels. Voilà, ça c'est des éléments là aussi importants. Par contre, pour les professionnels, il va choisir des cibles. Quand je dis cible, c'est pas les professionnels, c'est cible de l'accompagnement. Ça peut être le projet personnalisé, ça peut être l'accueil, ça peut être le circuit du médicament, etc. Et il interrogera les professionnels au fur et à mesure à travers cette cible. Autrement dit, quels sont les professionnels qui participent? Si je prends le projet personnalisé, quels sont les professionnels qui participent à la conception du projet? Dans quelle mesure d'autres professionnels le mettent en œuvre? Et qui c'est qui l'évalue? Vous voyez? Donc, c'est la cible et on peut interroger comme cela bon nombre de professionnels. Est-ce que SINAE garde en mémoire nos auto-évaluations? Oui. Est-ce que cette conférence va rester en ligne? Peut-on conseiller à des professionnels qui sont indisponibles en ce moment? Oui. Et en plus, elle est téléchargeable dans les 48 heures. Avez-vous des sources ou outils pour rédiger une carto des processus? La littérature à ce sujet n'est pas étoffée dans le médico-social. Oui. Réponse. Je fais au mieux. J'irai sur l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements, le site de l'ANAP, et vous tapez dessus cartographie, système d'information, communication. Et vous avez vraiment, vous avez un petit support, alors vous avez un gros support d'une 150aine de pages et un petit support d'une dizaine de pages que je trouve intéressant parce que vous avez la présentation de 7-8 modèles de cartographie en processus et qui peuvent déjà vous donner une vision des choses sur ce domaine-là. Alors, n'oubliez pas, une cartographie en processus, c'est sur du long terme. Mais vous ne partez bien entendu pas de rien. La qualité, on en a toujours fait, on en fait et on en fera. La seule chose, c'est qu'on demande de plus en plus des appuis formalisés. Voilà et surtout, si vous lancez une démarche de cartographie en processus, comment intéresser le maximum de personnes et surtout arriver à faire comprendre à tous, aux professionnels, aux personnes accompagnées. Je ne peux pas ignorer dans une démarche qualité les personnes accompagnées puisque la qualité nécessite une rencontre entre une offre d'accompagnement et une satisfaction dans les démarches de prestation et d'accompagnement. Elle est là, la qualité. C'est la norme ISO 9001 que vous avez de 2015. Les usagers sont partie prenante à la démarche qualité. Et ça, c'est fondamental. Les usagers sont partie prenante à la démarche qualité. Je ne peux que vous conseiller de construire quelque chose avec eux quand cela est possible ou voir dans quelle mesure on peut faire intervenir leur entourage. Petite parenthèse, je sais déjà la complexité, notamment au niveau des démarches d'évaluation qui vont arriver pour comment construire une structuration qualité avec les personnes accompagnées. Par exemple, quand elles ne sont pas sur place, on n'est pas forcément dans les établissements, c'est une chose, mais dans les services à domicile, services de tutelle. C'est pas évident, mais sachez qu'on va vous le demander. Ça va être demandé. Je vous donne un ou deux éléments clés. Vous avez aujourd'hui dans la nouvelle démarche évaluative des évaluateurs qui attendent, c'est le même référentiel, donc qui attendent un niveau de prestation des services. Alors, je parle notamment comment travailler aux rencontres. Si vous n'avez pas de CVS, quels sont les supports que vous avez qui vous permettent de réunir les usagers ensemble pour être force de proposition, pour travailler sur les outils? Préparez-vous à cela pour les services à domicile parce que c'est des questions qui sont posées, que ce soit les services à domicile, les services de tutelle. Le fait de ne pas avoir forcément de CVS, quels outils d'expression et de participation vous mettez en place? Les questionnaires de satisfaction, c'est un élément, mais ça ne suffit pas.
Alors, c'est comment quand même organiser des rencontres, comment vous le faites, la mise en place peut-être de permanence, le fait de faire revenir les usagers une ou deux fois, ou les majeurs protégés si on est dans les services tutelle, une ou deux fois dans l'année, pour pouvoir discuter un petit peu de l'évolution de l'établissement, des grandes lignes, comment les intéresser aussi, parce que c'est pas évident pour certains usagers. Donc voilà, c'est des éléments à prendre en compte. Ça, c'est important. N'étant pas encore en CEPOM, est-ce intéressant de mener les deux de front? Réponse, oui. Mais alors, j'oublie le CEPOM, pour ceux qui ne le sont pas, je mènerai de front écriture du projet de service et auto-évaluation. Pourquoi? Parce que l'un sert l'autre. Au départ, la charge de travail peut être un peu plus lourde, mais vous allez voir, un peu plus intense au départ, un peu plus souple par la suite. Parce que vous allez vous dire, ah ben tiens, ce que j'écris là, je peux le reprendre, en tout cas les éléments clés, dans mon support de réécriture du projet de service et d'établissement. Et n'oubliez pas que les évaluateurs sont là par rapport aux critères évaluatifs. Alors, bien entendu, à avoir une vision globale des bonnes pratiques, à avoir une vision globale de la qualité des prestations que vous proposez, mais avoir une vision globale de la qualité des prestations que l'on propose passe par la recherche d'éléments déclaratifs, mais surtout d'éléments déclaratifs qui amènent à des éléments de preuve. Bonjour. Pour l'auto-évaluation, est-ce qu'il faut utiliser les 3 méthodes ou en choisir une et auditer plusieurs personnes accompagnées personnelles? Non, non. On utilise les 3 méthodes. Les 3 méthodes seront utilisées par les évaluateurs. Donc, c'est pas mal de briefer les personnes, les professionnels, de briefer aussi les personnes accompagnées à ces 3 méthodes, puisque les 3 méthodes seront utilisées par les évaluateurs. Existe-t-il une trame de projet d'établissement ajustée au référentiel? Alors, officiellement, ça serait trop beau. Non, non, mais il est possible d'avoir des accompagnements pour là-dessus. On peut vous accompagner sur la réécriture des projets d'établissement en intégrant les critères. Sinon, vous prenez les différentes thématiques et vous voyez un petit peu les allers-retours que vous pouvez faire entre les critères qui sont posés dans le référentiel et la façon d'écrire en tenant compte de ces éléments dans le paragraphe que vous allez produire dans le projet d'établissement. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai le diplôme d'ingénierie sociale. Quelle serait la démarche à suivre pour devenir évaluatrice? Oui, alors vous avez des organismes qui forment pour devenir évaluateur externe. Donc, vous avez, alors de tête, vous avez TLC Conseil qui forme les évaluateurs. Vous avez TLC Conseil, ABAC Conseil, je crois aussi. Vous avez plusieurs centres de formation qui forment les évaluateurs à devenir donc évaluateurs. Voilà, de tête, j'ai TLC Conseil en tête. Voilà. Mais c'est possible, hein, pas de souci. Oui, vous allez recevoir le PowerPoint, pas de problème. Alors, bonjour. Est-ce qu'une auto-évaluation via Sinae peut-elle desservir les établissements puisque les points faibles sont visibles par les évaluateurs avant l'évaluation finale? Non. Je vais vous dire, on a tous notre lot. Alors, il y a 2-3 choses à vous dire. Vous savez que les évaluateurs peuvent aussi vous décerner des étoiles. La fameuse étoile. L'étoile, c'est lorsque vous dépassez les exigences requises. Ça, il faut le savoir aussi, c'est-à-dire que quand vous êtes sur la dynamique du rapport, dans les rapports d'évaluation, dans votre auto-évaluation, vous allez vous coter. Alors, il y a des endroits où vous mettez 3 sur 4, 4 sur 4, 2 sur 4, ça dépend là où vous en êtes. Je répète que les 18 critères impératifs doivent être à 4 sur 4. Si vous n'y êtes pas, mettez 3 ou 2 sur 4, vous savez que vous allez avoir derrière un plan d'amélioration immédiat à faire quand l'évaluateur viendra, ou bien, étape à côté, concomitante, vous faites en sorte d'être à 4 sur 4 avant l'arrivée de l'évaluateur, quand vous avez un peu de temps possible. Sachez que l'évaluateur peut vous mettre des étoiles. Les étoiles, c'est lorsque vous êtes au-delà du niveau de satisfaction requis. Intéressant aussi. Alors,
Moi, je trouve, ça veut dire que vous avez dépassé le niveau, que vous avez les éléments de preuve pour attester que vous avez dépassé le niveau. Donc, sachez-le, les étoiles sont aussi possibles. Et quand vous n'êtes pas au niveau, de toute manière, il faut mettre le rapport à la disposition et à la connaissance du public. Donc, on part, à un moment donné, on part d'où l'on part. L'important, c'est d'avoir intégré le cycle d'amélioration continue de la qualité. Je dirais que si vous êtes dans l'urgence, travaillez prioritairement à avoir des protocoles et procédures, des éléments de preuve sur les critères impératifs, les 18 critères impératifs, et les autres critères, on est sur un plan d'amélioration continue. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Mais de toute manière, vu le nombre d'établissements qu'utilise Sinae, on part d'où l'on part. Et je peux vous dire que dans l'expérience que j'ai déjà, oui, la plupart des rapports d'évaluation que j'ai en lecture, des évaluateurs, eh bien, il y a des critères impératifs qui doivent être repris. Le 2, 3 sur les 18, c'est pas. Voilà, ben, on les reprend, on fait un plan d'amélioration immédiat et derrière, on regarde qu'on soit à la hauteur des exigences et qu'on obtienne 4 sur 4 par la suite. Il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure là-dessus. Bonjour, réaliser une évaluation 1 an après une inspection ne perd-il pas de son sens? Les autorités de tarification et de contrôle ne pourraient-elles pas accepter un report de l'évaluation alors même que nous sommes en train de travailler sur le rapport d'inspection? Non. C'est deux choses différentes. L'inspection est une chose, qu'elle soit aléatoire ou autre, et l'évaluation est un cycle. Donc, à la limite que vous puissiez tenir compte du rapport d'évaluation pour nourrir votre démarche et votre rapport d'inspection, pardon, pour nourrir votre démarche évaluative, oui, ça a tout son sens. Mais c'est deux éléments séparés puisque la démarche évaluative n'est pas une inspection, n'est pas un contrôle. Je répète quand même que les rapports d'évaluation entraînent, les bons rapports d'évaluation, bien sûr, entraînent au bout une autorisation de renouvellement de fonctionnement tous les 15 ans. Ça n'a pas changé. Hein. Je rappelle aussi que, petite parenthèse, je fais un petit écho de 1 minute. Pour ceux qui sont dans le secteur du handicap, je ne sais pas où on va en 2025. Normalement, si on met en place, si se mettra en place la réforme du financement avec appelée Séraphin PH, en tout cas, si la partie financière voit le jour en 2025, dans les, vous savez, dans non pas la part socle, mais la part ajustable, vous avez la part variable, vous avez les critères qualité qui sont un indicateur d'un élément de financement. Et si ça rentre en 2025, qu'est-ce que les établissements auront sous la main pour prouver la qualité des prestations qu'ils délivrent? Eh bien, essentiellement, le rapport d'évaluation. Donc, le rapport d'évaluation pourrait être un critère lié aux éléments de financement sur la part variable de Séraphin. Je vous le dis, c'est une parenthèse, parce qu'il n'y aura pas 50 outils qui démontrent la qualité d'ici 2025. Bon, une étude détaillée du risque de maltraitance est-il nécessaire en termes d'exigence du référentiel HAS? Oui, c'est un plus. Alors, c'est un plus. Quand les évaluateurs viennent, il est clair que les 18 critères impératifs, pour bon nombre, sont en lien avec les problématiques qu'il y a pu y avoir détectées dans les ESMS, notamment dans les EHPAD et les premières dynamiques d'évaluation qui ont eu lieu fin 2021, début 2022. Donc, sur la question de la maltraitance, prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance, ils sont à cheval, les évaluateurs, là-dessus. Ils vont regarder les outils que vous avez en matière de fiches de signalement, protocole de signalement, fiches d'événements indésirables graves, remontée des événements indésirables, même non graves. Alors, les graves, il n'y a pas de souci, vous avez le protocole ARS et autres, mais pour les événements indésirables, qui ne sont pas forcément des événements exceptionnels, mais dans quelle mesure ces événements remontent et dans quelle mesure vous leur apportez une réponse jusqu'à l'extinction de l'événement. Ça, ils vont le regarder. Et pas mal d'établissements se font avoir là-dessus. Il y a ça. Et deuxièmement, vous avez aussi les événements, vous savez,
on vous demande d'avoir des protocoles relatifs aux situations exceptionnelles. Et ça vient pas mal du sanitaire, ça a été repris, ça fait partie des critères impératifs. On vous demande d'avoir des protocoles écrits sur des situations dites exceptionnelles qui ne rentrent pas forcément dans la maltraitance. Exemple, malheureusement, vous arrivez, le feu dans l'établissement, une partie de l'établissement ne peut plus être réutilisée, protocole relatif à la gestion d'événements exceptionnels. Qui communique dessus? Qu'est-ce qui sera mis en place? Ça, les évaluateurs vont vous le demander. Vous pouvez retrouver des protocoles aussi peut-être sur Internet. Vous avez aussi, on peut vous accompagner sur la réalisation de protocoles. Tout est possible là-dessus. Nous sommes un service à domicile pour la garde d'enfants. Nous sommes-nous concernés par cette nouvelle évaluation? Merci. Alors, service à domicile, garde d'enfants. La réponse que je vous donnerai, allez voir si vous faites partie. Est-ce que vous êtes un ESSMS? Est-ce que vous êtes dans l'article 312.1 du Code de l'action sociale et des familles? Si vous êtes, vous vous reconnaissez dans l'article 312.1 du Code de l'action sociale et des familles, ça veut dire que vous êtes soumis aux démarches évaluatives. Est-ce qu'on est un ESSMS? 2, pour le vérifier, article 312.1 du Code de l'action sociale et des familles. C'est ô combien important. C'est là où vous aurez les réponses. Que pensez-vous? Alors, nous trouvons intéressant la question de la boussole, la trajectoire pour les démarches évaluatives, comment le mettre en place progressivement. La démarche évaluative, c'est ça qui est important. Il ne faut pas la voir juste comme une contrainte, mais peut-être en saisir les opportunités qu'il y a derrière. Et en saisir les opportunités qu'il y a derrière, c'est comment diffuser et comment montrer aux équipes et intégrer les personnes accompagnées à l'intérieur, comment montrer qu'en réalité, les thématiques du référentiel évaluatif, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien. Quand on parle de bientraitance, quand on parle de droits des usagers, d'accompagnement, de réalisation des outils, de participation des personnes accompagnées, on y est totalement dedans. C'est voir un petit peu, vous voyez, ces éléments. Si vous voulez trouver de l'intéressement et donc donner du sens complètement à cette démarche, il faut arriver à valoriser le collectif chez les professionnels, chez les personnes accompagnées qui le souhaitent, et dans quelle mesure ça apporte aussi individuellement. Et là, c'est pour ça que dans la question de l'individuel, je vous parlais des compétences et de l'évolution des compétences. Oui, participer à un groupe de travail sur la démarche évaluative, intervenir sur les outils de la loi de 2002, créer du sens, du lien, faire écho avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, amènera peut-être à une évolution au niveau des professionnels, au niveau de la structure éventuellement, à passer des diplômes, à évoluer sur les diplômes. C'est des éléments qui sont relativement intéressants. Et dans quelle mesure les différents éléments touchent là aussi la question relative à la qualité de vie au niveau des accompagnements des usagers au quotidien et à la qualité de vie au travail, qui, à mon avis, sont des éléments clés que l'on retrouve dans le chapitre 3 de l'évaluation. Je trouve que c'est relativement important. D'accord. Alors, je vois des établissements, des services qui me disent on n'est pas, on peut parfois être assez loin de ce qui est demandé par la démarche évaluative ou de documents qualité, projet de service. Je répète, et c'est très important, on part d'où l'on part. Il faut commencer, si on n'est pas dans un processus de formalisation, peut-être que je suis en train de parler à des collègues qui n'ont pas forcément des projets de service à jour, mais on y va progressivement. Commencez à travailler sur les projets de service, mettez-les en lien avec la nouvelle démarche évaluative et on amorce un plan d'amélioration continue de la qualité. Sachez qu'on peut vous accompagner si besoin il y avait. J'ai essayé de vous exposer brièvement les différentes modalités, les 8 modalités d'accompagnement que l'on peut mettre en place.
là-dessus, ça sera avec plaisir. Et si pour toute question que vous avez sur les modalités éventuellement d'accompagnement qu'on peut vous proposer pour 2024, n'hésitez pas, vous avez l'adresse mail de notre responsable pôle formation, Véronique Ben-Simon, son numéro de téléphone, vous pouvez la joindre pour plus d'explications, d'échanges et éventuellement vous proposer des modalités d'accompagnement. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère avoir répondu à toutes les questions qui arrivent sur le favori. En tout cas, moi, j'ai bien été content de partager ce petit moment avec vous et j'espère que ça vous a donné des billes pour pouvoir mieux appréhender la démarche évaluative un petit peu dans ces grandes lignes avec les outils référentiels d'évaluation et manuels de la qualité. Pour l'heure, eh bien, il me reste à vous souhaiter une agréable journée, vous dire que, bien entendu, sans vous, les participants, je ne serais pas là, donc c'est avec plaisir que j'ai pu animer cette rencontre et merci pour les remerciements que vous me faites passer, ça me fait vraiment plaisir. Vous dire que vous avez un onglet téléchargement en haut à droite, à côté du chat, pour télécharger directement les outils, le PowerPoint qui reviennent souvent. N'hésitez pas. Et le lien du replay sera diffusé sur Webikeo dans les 48 heures, avec là aussi possibilité de télécharger les documents. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, merci d'avoir participé et au plaisir de se retrouver pour d'autres formations avec Actif Formation. Merci beaucoup. Bonne journée.